Camp de déplacés de Mugunga. Visite en France du président Tshisekedi. Que réviser dans la Constitution? Face à face spécial, je reçois ce mercredi 8 mai, après le journal de 19h, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Christian. Merci de nous recevoir. Nous sommes ici à Bruxelles, où le président Tshisekedi vient de clôturer sa tournée en Europe. Alors, première question, la situation en République démocratique du Congo, c'est la bombe sur le camp des déplacés. On parle d'une quinzaine de morts et de nombreux autres blessés. Et tout de suite, la question se pose, qui en est l'auteur? Les États-Unis parlent du M23, le Congo parle du M23, mais tout le monde voit derrière la main du Rwanda. Nous parlons du Rwanda. Les États-Unis ont pointé le Rwanda parce qu'en réalité, comme le président de la République l'a dit, les M23 n'existent pas. Les types d'armes qui a été utilisé, notamment de roquettes 122 mm, qui est parti de Karuba, zone sous occupation du Rwanda, a atteint le camp de Mulunga. Je pense que c'était cinq projectiles qui sont tombés sur le camp, et c'est pas la première fois qu'il y a eu des attaques de ce type. Nous l'avons rappelé dans les derniers communiqués que nous avons sortis. Mugunga avait déjà été touché, d'autres zones, Bulengo, de marché, des écoles sont la cible parce que le plan du Rwanda, c'est d'essaimer la terreur dans une population déjà meurtrie. Je pense que cette fois-ci, les Américains sont allés plus loin parce que eux aussi, ils ont des dispositifs sur place qui peuvent attester d'où les projectiles sont partis. Le coupable est connu et c'est un crime de guerre de trop. Et cette fois-ci, justice devra véritablement être faite à la fois pour les crimes commis avant et les crimes commis récemment, parce que ça dépasse tout ce qui est acceptable, même en temps de guerre. On s'en prend jamais à des camps de déplacés. L'armée rwandaise ou le porte-parole du Rwanda déclare pourtant que le professionnalisme de leur armée ne leur permettrait pas de faire pareille erreur. Mais ce qui est bien dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle reconnaît que ce qui a été fait est inacceptable, premièrement. Et que le professionnalisme dont elle parle, entre guillemets, c'est parce que nous vivons en République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier, j'ai pas besoin de rappeler, que des pans entiers du territoire sont occupés, des populations, presque 3 millions, 2,5 millions sont déplacées. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils refusent l'accès aux humanitaires à des zones sinistrées. C'est tout vous dire de cette armée que l'on veut dire professionnelle en réalité, qui n'est qu'une armée terroriste et pleine de criminels. Dans une république, Christian, je pense que je vais le dire pour la première fois, c'est une république de la manipulation, du mensonge. Lorsque vous regardez toute la quantité du mensonge qui sont déversés quotidiennement sur les réseaux sociaux congolais. Je regardais encore, il y a quelques jours, 2 journalistes de Goma qui ont été le premier à parler de l'attaque de Mugunga, comment ils sont menacés ou comment ils ont voulu travestir la vidéo pour raconter leur version de l'histoire qui est totalement fausse. Je crois que là, tous les mensonges ont été démantelés et cette République, malheureusement, c'est celle qui pense pouvoir continuer son œuvre macabre dans l'Est de la RDC et les dispositions sont prises pour que cela s'arrête. La porte-parole de l'armée rwandaise parle d'armée professionnelle. La cible était apparemment bien fixée. 5 projectiles, vous nous dites. Tout cela a donc été fait à dessein? Tout cela a été fait à dessein et c'est pas la première. Parce que depuis le début de l'année, il y en a eu 5 ou 6 que nous avons bien répertoriés dans les communiqués. L'objectif ici est clair, c'est de s'aimer la terreur et penser pouvoir créer une distance entre la population et nous, le gouvernement. Malheureusement, ils ne pourront pas réussir cette action parce que le Congolais, il y a quelque chose sur laquelle nous tenons tous, c'est l'unité de notre pays. L'ennemi est connu, c'est l'ennemi rwandais et toutes ces gesticulations ne pourront pas nous dissuader ni dans ce qui nous unit de plus fort, encore moins dans notre détermination de mettre fin à cette odieuse agression. Dans le même temps, le président boucle sa tournée en Europe. Il était quelques jours avant à Paris où il s'est dit satisfait de sa rencontre avec le président Macron qui ne veut toujours pas directement sanctionner les responsables rwandais. On parle, c'est vrai, de groupes armés, mais jamais des responsables politiques ou militaires rwandais. En quoi est-ce que, du coup, cette visite est une réussite? Vous étiez avec nous à l'Élysée.
Et à l'Élysée, il y avait ces jours-là 3 activités. Il y avait notamment les dîners des premières dames, il y avait le déjeuner plutôt de premières dames, les déjeuners de la délégation et la rencontre qui a eu lieu entre le président, autour d'un repas aussi, et le président Macron, qui a duré presque 2 heures, où il y avait personne. Le président, vous étiez dans la conférence de presse, il vous a dit qu'il attendait de voir. Aujourd'hui, il est clair que autant on agit pour l'Ukraine, autant on doit agir pour l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut noter qu'il y a eu une progression dans la position française. Je pense que les propos du président Macron étaient on ne peut plus clairs sur la responsabilité du Rwanda. C'est déjà un pas. Maintenant, pour nous, ce qui vaudra aller plus, c'est de tirer les conséquences de cette attitude, notamment en envisageant de sanctions politiques et économiques qui permettront au Rwanda, comme on a vu en 2013, reculer dans cette aventure qui ne fait que tuer, qui ne fait que retarder les développements que le président de la République voulait pourtant dans la région. Et nous avons remarqué au cours de cette visite la position de la France, pas seulement la position du président Macron, mais que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, a sensiblement évolué, notamment dans les discussions que le président de la République avait eues avec le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a promis qu'à ce niveau-là, il s'engagerait davantage à faire pression sur le gouvernement pour agir et mettre fin à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la même détermination que nous avons notée à l'Assemblée nationale, et donc nous pouvons considérer que la France a choisi de prendre à bras-le-corps la question de la RDC, mais qui verront à leur niveau ce qui pourra être fait. Nous avons eu aussi un pan qui était non moins important durant la visite du président de la République en France, c'est le passage à l'école des guerres. Vous savez que nous avons le CHESD, le Collège de hautes études des stratégies et des défenses. Vous savez que nous avons une école des guerres et des troupes en formation du fait de la coopération militaire avec la France. Cette coopération sera consolidée et qui pourra être prolongée, y compris dans la formation ou dans l'organisation de la réserve armée des défenses. Je pense que de ce point de vue, les petits plats ont été mis dans les grands, mais notre grande attente justement, c'est une action plus forte dans l'essence du Rwanda pour qu'elle cesse toutes ces aventures dans l'Est de la RDC. Merci aux États-Unis, merci à la SADC qui a condamné, qui a pointé du doigt le M23, pour ne pas dire le Rwanda. Les États-Unis ont été plus explicites. Je souhaiterais que vous ne puissiez plus parler du M23 parce que c'est ce qui entretient un peu la confusion dans l'opinion. Je citais la SADC, les États-Unis parlent du Rwanda, mais la France toujours rien. Mais tout le monde sait que c'est le Rwanda. La France toujours rien. Bon, on n'est pas, je ne suis pas porte-parole du gouvernement français, oui, mais je pense que l'attitude de la France par rapport à la RDC, cette attitude d'ambiguïté a servi à mettre beaucoup de confusion dans la relation. Et la visite du président avait, entre autres objectifs, en tout cas du côté français, de pouvoir dissiper. Et je pense que le président Macron, vous l'avez interrogé sur le sujet, a été on ne peut plus clair. Ici, c'est que nous attendons, ce n'est plus seulement les mots, ce n'est plus seulement la compassion ni les condamnations, mais c'est des actes qui permettront de mettre fin à ces conflits dans l'Est de la RDC. Je voulais parler de ces actes. 48 heures après se passe cette ignominie, ce massacre. La France, toujours rien. Est-ce que ce n'était pas le premier acte symbolique de la relation nouvelle avec la RDC dans ce dossier? J'ai cru lire que la France s'est exprimée, évidemment en condamnant. Ce qui compte pour nous, ce n'est plus les condamnations, parce que ce qui se passe, c'est connu. Vous savez, Monsieur Lusakwe, il y a des services d'intelligence qui voient, y compris ce que les gens ne voient pas. Ici, il faut aller plus fort en prenant des mesures qui puissent permettre, notamment au Rwanda, de souscrire au processus de Luanda qui a été mis en place pour permettre le retour de la paix. On parle beaucoup de condamnations, mais pas assez de sanctions. Alors, entendu sur Top Congo hier, un député d'origine congolaise, Bertin Mampaka, du Parlement bruxellois, qui lui, avec une autre députée d'origine congolaise, Nicole Bomele, fait une proposition de résolution de sanctions un peu plus fort que ce que fait la France. Un an après tous ces développements, dire que ça va mieux avec la France, qui ne veut toujours pas condamner, la France qui utilise l'armée rwandaise sous d'autres théâtres, la France qui peut entretenir, comme le président l'a dit sur une chaîne française, la RDC peut entretenir toutes les relations qu'elle veut avec la Russie, la France peut entretenir toutes les relations qu'elle veut avec le Rwanda, mais ne rien dire jusqu'à aujourd'hui, ne prendre aucune sanction, cela dérange toujours pas. S'il vous plaît, Monsieur Lusakwe, on ne va pas faire le procès de la France ici. Mais il faut considérer, regarder les passages du président Macron à Kinshasa
regardez la séquence parisienne. Est-ce qu'il y a eu progrès ou pas? Ici, pour nous, nous ne voulons pas, nous, gérer la stratégie diplomatique de la France, qui est en droit d'avoir des rapports, notamment avec le Rwanda. Mais ici, pour nous, la France doit être fidèle à ses valeurs. On voit l'engagement et l'activisme du président Macron pour ce qui concerne l'Ukraine. On va nous dire que c'est pas la même question parce que l'Ukraine, c'est sur le sol européen. Mais ici, il s'agit des êtres humains. C'est que nous attendons de la France, c'est une action d'envergure. Non pas qu'avec la France, on n'a pas eu de progrès, parce qu'il faut rappeler que c'est la France qui porte la plume de la République démocratique du Congo les plus souvent au niveau du Conseil de sécurité. On ne mentionne pas ça souvent, mais il y a 2 ans, nous avons obtenu une victoire historique parce que pour la première fois, nous sortions de l'embargo et donc nous sommes en mesure, nous, d'acheter les armes. Et il y avait une petite discussion sur le Conseil de sécurité sur les sujets encore récemment, qui a été totalement dissipé. Donc, il y a des points sur lesquels nous progressons, nous avons progressé avec la France, mais il y a les aspects qui sont le plus importants pour nous, les aspects de la condamnation, et pas seulement, mais des sanctions sur le Rwanda, qui sont pour nous cruciaux pour nous permettre de faire avancer la question de l'Est qui plombe finalement nos efforts de développement. Et nous espérons, comme le président de la République l'a dit, qu'il attendait de voir c'est à quoi le président Macron s'est engagé pour voir les résultats que cela pourra donner. Vous avez beaucoup parlé de diplomatie, mais est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie congolaise ne doit pas se remettre en question? Pourquoi est-ce que les avancées ne sont pas plus sereines, ne sont pas plus évidentes? Et puisqu'il a beaucoup été question ces derniers jours, pendant et après la visite du président de communication, pourquoi la RDC est-elle si faible, vous, en charge de cette communication? Ça, c'est le prisme par lequel vous voulez percevoir les choses. Aujourd'hui, moi, je note que la voix de la République démocratique du Congo est plutôt bien entendue. Aujourd'hui, lorsque vous dites vous-même, dans vos différentes prises de position, en parlant de la France, en parlant des États-Unis, en parlant de l'Allemagne, vous savez, nous, cette guerre, nous la faisons sur plusieurs fronts. Et je veux vous donner un exemple d'un seul élément qui a été fait il y a quelques jours et qui a été un élément déclencheur de beaucoup d'autres actions qui viendront bientôt. L'action contre Apple, la mise en demeure que nous avons faite contre Apple, c'est une action à la fois médiatique, judiciaire et économique parce que cette guerre, nous l'appréhendons sur 5 volets. Moi, je considère malheureusement que le temps de la diplomatie est un temps qui est relativement lent au regard des défis qui sont le nôtre et de l'impatience qui nous caractérise nous-mêmes, au regard de la difficulté des difficultés que connaissent nos populations. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner une fière chandelle au président de la République qui est à la fois le porteur de la diplomatie et de la communication de la République démocratique du Congo. Mais pour le temps, il reste des choses à faire et à accomplir. Je pense que c'est dans cet ordre que nous nous sommes inscrits parce qu'à la fois la diplomatie, comme pour la communication, comme pour l'armée, nous montons à puissance sous la direction du président de la République. La population, 30 ans ça suffit, la population de l'Est de la République démocratique du Congo devra encore attendre combien de temps? J'ai posé la question, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez relevé au président Macron sur la déclassification des documents secrets qui font qu'aujourd'hui le Rwanda soit autant choyé. La population de l'Est, vous dites quoi à la population de l'Est qui, depuis 30 ans, souffre? Nous disons 30 ans, ça suffit parce que ça fait 30 ans que nous payons les conséquences d'un génocide rwandais, des actes d'horreur que nous avons tous condamnés. Les Rwandais, dans leur diversité, Tutsi, Twa ou Hutu, ont été tués, exterminés. C'est une barbarie humaine innommable, mais cela ne donne pas le droit, sous prétexte de vouloir protéger une communauté, de les reproduire, parce que dans les faits constitutifs des crimes qu'il y a en République démocratique du Congo, on peut retrouver des ferments de génocide, notamment dans ce qui s'est passé en novembre à Kishiché, en 2022, je pense. Et donc, ici, pour nous, à travers d'ailleurs la série d'émissions que nous avons produites, 30 ans, ça suffit, nous avons voulu démontrer à notre opinion sur les différentes facettes des conséquences de cette crise, mais aussi la réponse que le président de la République apporte avec le gouvernement. Parce que fort malheureusement, la crise que nous connaissons, elle a plusieurs facettes. Il y a évidemment une dimension sécuritaire qui est exacerbée par l'attitude belliqueuse du Rwanda, l'attitude pillarde du Rwanda, parce que le fondement de la guerre, elle est véritablement économique. Parce que regardez aujourd'hui, ils se sont organisés des unités spéciales pour attaquer
Roubaïa. Vous savez ce que Roubaïa représente dans le monde en termes de réserve, justement, de 3T. C'est une illustration, justement, de cette aventure meurtrière des vols qui se passent dans l'Est de la RDC. Il y a une dimension de la compréhension collective et je pense que de ce point de vue, les Congolais ont totalement compris la problématique, mais l'implémentation de la solution prend justement du temps parce qu'il y a une dimension militaire qui est complexe, parce qu'il y a un prix humain qui est payé par rapport à cela. Et ça fait l'objet des discussions, notamment à Nairobi, notamment plutôt à Luanda autour du président congolais. Il y a une dimension diplomatique, c'est ce qui justifie par exemple la visite du président en France et tous les efforts que nous faisons, notamment avec les différentes positions du gouvernement américain. Il y a une dimension économique, je vous ai parlé de Apple tout à l'heure. Il y a une dimension judiciaire, parce que pour Mubunga, comme pour les autres crimes, justice devra être faite. Le ministère des Affaires étrangères, comme le ministère de la Justice, prennent déjà des dispositions quant à ceux, et puis il y a une dimension médiatique qui vient en termes de compréhension globale de la problématique. Aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que tous les Congolais savent ce qui se passe à l'Est, tous les Congolais connaissent l'ennemi et tous les Congolais sont engagés pour que nous puissions sortir une bonne fois pour toutes de cette situation. Ça, c'est plutôt de progrès que nous avons noté et je pense que c'est des efforts qui pourront être consolidés. Et ici, je plains beaucoup de choses que je lis, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez, lorsque vous faites un front avec un ennemi extérieur qui a déjà démontré par les passés sa nocivité, il y a besoin d'unité. Malheureusement, en interne, je vois des voix qui sont inutilement dissonantes, simplement peut-être parce qu'ils ont, ils aiment pas beaucoup. Vous parlez d'Église catholique. Certains d'entre nous. Vous parlez des évêques. Mais entre autres, hein, c'est vous qui le mentionnez. Moi, j'ai noté qu'il y avait des voix discordantes, même lorsque les choses sont claires, parce qu'il y a une volonté politicienne entre guillemets, de diaboliser ce qui est en cours, mais on oublie qu'en voulant diaboliser ce qui est en cours, ou en voulant voir du mal, même là où il n'y a pas dans l'action du président Tshisekedi, on s'expose en faisant notamment les jeux de l'ennemi, et c'est très très malsain. Ce n'est que dans l'unité que nous pourrons finir cette guerre, et j'espère que tous ceux qui m'écoutent tireront les conséquences à leur niveau de responsabilité pour savoir ce qui relève de la politique interne. On peut avoir des angles différents, mais ce qui relève de l'agression, il faut que tout le monde sache que l'ennemi, c'est le Rwanda, et nous tous devons travailler pour mettre fin à cette situation d'agression. Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir accordé de votre précieux temps en cette fin de séjour. Je pourrais pas, puisqu'on a parlé du séjour du président, terminer sans parler des propositions ou des idées émises, entendues. Je ne sais pas si ce n'est qu'une idée ou si c'est une volonté politique vraiment d'y arriver. La constitution de la Commission pour la révision de la Constitution, qu'est-ce qui devrait être changé? On en a beaucoup parlé pendant la période électorale, mais qu'est-ce que le président a derrière la tête? Non, d'abord, Christian, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président de la République, fidèle à sa tradition, tenait à rencontrer les communautés congolaises de France et de Belgique, y compris pour leur dire merci, parce que c'était les grands champions aux dernières élections. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec des compatriotes ici sur des sujets divers. Et vous étiez dans la salle, à Paris, lorsqu'on a soulevé cette question de la révision de la Constitution. Et le président a répondu en disant, parce que je sais que dans votre question, il y a une idée vicieuse que vous cachez, que vous n'exprimez pas. Le président a dit qu'il n'était pas dictateur, c'était clairement dit. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Mais qu'est-ce que deuxièmement, cette révision de la Constitution deuxièmement, j'en viens. Le président de la République l'a dit, en Belgique cette fois, et il était clair. Il était clair. La Constitution que nous avons doit être mise à jour, pour utiliser son expression. Parce que c'était une constitution post-conflit. Aujourd'hui, nous avons eu des cycles électoraux successifs, notamment une alternance, qui va vers la consolidation de la démocratie. Alors, il ne faut pas mystifier ces débats. Bien compris. Parce que je note justement une lecture politicienne, parce qu'on veut faire une fixation sur une question pour laquelle le président de la République a déjà donné des réponses, à mon avis, suffisantes. En disant « ne faites pas de moi dictateur », vous avez compris la profondeur de la pensée du président. Et donc ici, nous devons faire des réajustements
notamment sur la question du fonctionnement de province, de l'efficacité des assemblées provinciales. Au bout de 20 ans d'une constitution comme celle-là, nous sommes en droit de penser que nous devons réfléchir sur la suite. Nous sommes ici en Belgique, vous avez suivi les questions notamment de compatriotes de la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité. C'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République, le moment venu, communiquera de manière claire, parce que c'est son idée de dire qu'il y aura une commission. Pourquoi il parle d'une commission? Parce qu'il faut réunir de Congolais de plusieurs couches qui viendront faire une réflexion froide, et vous pouvez compter sur nous parce que nous avons un sens de redevabilité que personne ne peut nous méconnaître, qui fait que à chaque étape, nous venons dire ce qui est fait. Et donc ici, il faut éviter toute politisation et toute mystification de la pensée du président de la République lorsqu'il insinue, à la demande des Congolais d'ailleurs, que nous devons faire une mise à jour de la Constitution. C'est important pour nous assurer de l'efficacité du fonctionnement de nos institutions. Regardez, nous sommes à peu près 5 mois depuis la réélection du président de la République. Tout le monde est d'accord sur le fait, tout le monde est d'accord sur le fait que ça prend le temps. Il y a des réajustements qui doivent être faits. Alors, il ne faut pas penser de prêter au président de la République des pensées qu'il n'a pas. Mais les questions directes qui se posent, est-ce qu'on remettra par exemple le suffrage universel direct? Est-ce qu'on remettra, parce que nous l'avons déjà en question, le suffrage universel, l'élection au suffrage universel direct du président de la République. D'autres pays, le Togo récemment vient de changer la méthode pour être plus comme l'Angola. Est-ce qu'on reviendra sur les deuxièmes tours si ce suffrage universel direct pour l'élection présidentielle est maintenu? La durée du mandat du président, le triple mandat, est-ce que ces questions pourraient aussi être mises sur la table? Je ne peux pas anticiper sur les réflexions qui seront faites par cette commission. L'idée, ce sera de regarder la Constitution de bout en bout et surtout de voir comment nous rendons nos institutions plus fortes et plus efficaces. Est-ce que les dispositions intangibles qui ne peuvent pas être bougées seront touchées? Est-ce que cela, vous pouvez nous le dire de manière claire? Christian, comment voulez-vous que je vous donne des réponses sur un travail qui n'a pas encore commencé? Parce que ici, il y a des points de lignes rouges qui ont été tracés par le pacte de Sun City. Je pense que ceux qui vont réfléchir tiendront compte de tous ces éléments. Ils n'iront pas outre ces lignes rouges. Il faut faire attention ici, parce que la question principale que nous voulons résoudre, c'est moins une question constitutionnelle, mais c'est plus une question d'efficacité de l'État dans son fonctionnement et dans ses capacités de répondre aux problèmes de Congolais. Et donc, vous pouvez nous dire aujourd'hui, puisque ce dossier-là ne l'est pas, ils n'iront pas outre ces lignes rouges dressées à Sun City. Ceux qui réfléchiront auront sûrement plus des raisons d'aller dans votre sens. Camp de déplacés de Mugunga, visite en France du président Tshisekedi. Que réviser dans la Constitution? Face à face spécial, je reçois ce mercredi 8 mai, après le journal de 19h, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias.